Bienvenue dans les chroniques fantastiques du chiot. Vous venez d'accueillir un chiot ou vous vous préparez à son arrivée. Vous voulez lui offrir les meilleures bases pour une vie sereine et équilibrée. Je suis Priscilla, comportementaliste et éducatrice, et je vous accompagne avec des conseils bienveillants, concrets et faciles à appliquer. Ici on parle éducation, compréhension et complicité, toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle aventure avec votre chiot. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Anouk, ostéopathe animalière passionnée, qui va nous parler des bienfaits de l'ostéopathie chez les chiots. Salut Anouk et merci d'être avec nous. Salut, bah avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ostéopathe animalière? Alors moi, de mon côté, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les animaux. C'était une évidence pour moi depuis que je suis toute petite. Seulement, bah forcément, quand on est au lycée, je pense plusieurs personnes se reconnaîtront dans cette histoire. Si on demande aux conseillers d'orientation quoi faire pour travailler avec les animaux, ils nous répondent vétérinaire. Sinon, bah il n'y a rien. Donc j'allais partir sur vétérinaire. Je suis partie donc en fac de biologie faire 3 ans de licence. Et en première année de licence, ma mère m'a parlé, de l'ostéopathie animale que moi je connaissais absolument pas à l'époque, j'en avais jamais entendu parler et je me suis renseignée un peu plus et en fait, c'était évident à partir de là pour moi que c'était le métier-là qui me correspondait. Alors vétérinaire, c'est hyper important, il en faut, hein, je remets pas du tout ça en cause, seulement, bah, si un animal ne va pas bien, le vétérinaire, il va devoir lui faire le soin quoi qu'il en coûte un peu. Alors qu'en ostéopathie, on va vraiment devoir travailler avec l'animal, donc avec son accord, avec son consentement, vraiment créer un lien de confiance qui est super important dans les soins qu'on va apporter. Et ça m'intéressait vraiment toute la partie éthologie, donc comportement, et cetera. Donc j'ai quand même fini ma licence et ensuite j'ai été faire mes 5 ans d'études en Normandie pour être, bah, maintenant ostéopathe pour animaux. En tout cas, c'est chouette que tu aies pu trouver un truc qui te plaise vraiment. Ouais. OK. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, aujourd'hui, on va parler un peu plus chiot, hein, du coup, vu que ce podcast est dédié aux chiots. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux bienfaits de l'ostéopathie pour les chiots et en quoi elle peut les aider à mieux se développer? Alors en fait, bah, la réponse que je vais donner là, je vais essayer de la tourner en disant chiot à chaque fois, mais elle est en fait valable pour tous les animaux et en fait même pour les animaux humains qu'on est. C'est également vrai pour les bébés. L'ostéopathie, pour les juste après la naissance, elle est hyper importante. Déjà, premièrement, la naissance, c'est un énorme traumatisme. On est quand même expulsé, on change de milieu pour, respirer tout d'un coup, l'accouchement lui-même peut être plus long, peut être plutôt difficile ou non, enfin ça dépend de chaque naissance. Mais même une naissance qui se passe très bien, on n'est pas à l'abri qu'il y ait eu une pression sur le crâne qui a pas été effectuée comme il faut, quelque chose qui va pas. Ça donnera pas forcément des gros problèmes tout de suite, on s'en rendra pas forcément compte. Parfois le corps va faire tout seul le travail et régler les problèmes ou réussir à «vivre avec» entre guillemets. Mais c'est possible aussi que des petites dysfonctions qui restent de la naissance, que ce soit au niveau des os du crâne ou même des cervicales, c'est ce qu'on retrouve quand même le plus juste après la naissance, je veux dire. Ça peut par la suite lier à d'autres problèmes, qu'on dira idiopathiques parce qu'on ne connaîtra pas du tout leur cause, personne n'arrivera à trop mettre la main dessus et c'est un animal, on va juste dire: «Bah, il est comme ça» et il va vivre toute sa vie avec des choses qui n'iront pas, où il sera pas très à l'aise, où il aura du mal à bien dormir ou bien à bien s'alimenter, où il aura toujours des petits troubles digestifs ou voilà, des choses qu'on comprendra pas, qui sembleront pas toujours très graves, heureusement, hein, mais on peut éviter ça avec l'ostéopathie et en dehors de ce traumatisme de la naissance, un animal, si on le voit quand il est encore jeune, donc dans les premières années de sa vie, quand il est encore en croissance, tous les centres osseux, ils vont pas encore être ossifiés. C'est-à-dire que nous, toutes les manipulations qu'on va faire, déjà, ça va être ultra simple. C'est souvent des dysfonctions chez les chiots ou les autres bébés animaux qui vont être levées super facilement en très peu de manipulations, parce que ça aura pas le temps d'être ancré dans le corps. Forcément, il y en a qu'à ses tout premiers mois ou années de vie. Donc de un, c'est très facile à enlever et de 2, ça fait que souvent, il n'y a pas encore eu de mise en place de dysfonction qu'on dit secondaire ou tertiaire. En ostéopathie, on a ce concept de chaîne lésionnelle qui existe, c'est-à-dire qu'une dysfonction à un endroit du corps, par exemple à mon poignet, si j'écris, bah, au fur et à mesure, ça va remonter dans le bras, ça va causer d'autres problèmes, ça peut aller causer même un problème à l'autre bout du corps et on fera pas forcément le lien, en fait, dans la vie de tous les jours que c'est cette mauvaise position en écrivant qui me causait un problème chez un chiot ou un enfant, un bébé, tout ce qu'on veut. Bah, ça aura pas le temps de créer toutes ces dysfonctions, suivantes et donc on n'aura pas encore mis en place de gros problèmes, en fait.
Donc c'est vraiment une chance de pouvoir les traiter aussitôt. C'est vrai que dès que les centres d'ossification sont ossifiés, que l'animal a terminé sa croissance, on peut toujours agir, mais ça va peut-être demander plus de consultations, ça aura peut-être déjà engrangé d'autres problèmes qu'il va aussi falloir, traiter. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt, d'intervenir sur un jeune animal. Et parce que du coup, selon toi, à quel âge, ils peuvent, commencer à bénéficier d'une séance d'ostéopathie? Tout de suite dès la naissance ou, est-ce qu'il vaut mieux attendre quand même, peut-être, je sais pas, 1 mois ou 2 mois, que le développement, commence tout doucement? Alors vraiment pour l'ostéopathie, il y a pas d'âge. Pour moi, ça peut être du premier jour au dernier jour de vie. Ce qui va être important, c'est d'être bien sûr que son ostéopathe, il sache utiliser des techniques adaptées parce qu'on va pas du tout faire les mêmes techniques, chez un chien ado, voilà, fini de construire, qui va tout bien, que chez un bébé un jeune chiot qui vient juste de naître. Ça va être une manière totalement différente de travailler. Heu, Moi, je sais que l'école dans laquelle je viens, on a les outils pour intervenir aussi jeune, en respectant vraiment le rythme du corps, en faisant des techniques très douces et très, voilà, qui ne vont pas aller, faire plus de mal que de bien. Mais bon, comme l'ostéopathie animale, ça c'est un point quand même important, elle est pas réglementée, au niveau des études en France. Chaque école fait un peu le programme qu'il veut, donc il y en a qui axent peut-être sur, d'autres styles de techniques et qui sont peut-être moins diversifiés, ça c'est possible. Donc il faut être quand même un petit peu sûr d'où on va, que la personne sait qu'elle peut sans problème intervenir. Voilà, pas hésiter à demander à l'ostéopathe si c'est quelque chose qu'il peut faire et qu'il sait qu'il est capable de faire, ouais. Ouais, c'est un petit peu comme chez l'humain où tu as des ostéos spécialisés, bébés, d'autres adultes C'est et ça, en fonction après ça peut, se diversifier, OK, ça marche. voilà. Bah, c'est vrai que le Mmh. squelette doit être tout petit quoi, à la Oui, naissance, ça doit être un petit peu particulier du coup, après j'ai déjà vu sur des cochons d'Inde furer et tout ça, donc c'est pas bien gros non plus, alors oui, au c'est vrai. final, ça va, ça marche. Du coup, tu parlais, de développement, mais, quels sont du coup les problèmes ou déséquilibres les plus fréquents que tu peux rencontrer, chez un chiot? Alors, moi, de mon côté, je voudrais bien plutôt parler avec mon expérience parce que c'est là qu'on a le plus de leçons intéressantes. Moi, je suis ouverte que depuis moins d'1 an, donc je dois avoir eu depuis mon ouverture, allez, une demi-douzaine peut-être de patients, encore chiots parce que enfin, la plupart des gens sont pas assez au courant, en fait, que ça peut être intéressant, dès cet âge-là. Pour ceux que j'ai eus, en général, c'était jamais juste pour, une visite en préventif parce que les gens ne se rendent pas compte que dès cet âge-là, le préventif est déjà utile, en fait. C'était vraiment pour régler des soucis. C'était principalement des chiots qui avaient une démarche particulière, soit une démarche particulière qui était visible même par leur propriétaire. J'ai eu la plupart de mes cas chauds qui m'ont été, référés par des éducatrices ou comportementalistes justement, canines. Parce que, bah, en travaillant avec eux, je pense que tu es bien consciente de tout ça, vous remarquez des choses que les humains, les propriétaires de l'animal, eux, ne voient pas forcément. J'avais une petite chienne qui avait, l'antérieur droit qui venait tout le temps sous son corps, alors que le gauche était normal. Donc elle s'est dit: «Ce serait intéressant de faire voir avant de commencer un vrai suivi parce que si ça se trouve, elle est juste gênée par quelque chose là et ça va aussi aider à régler après les problèmes, de comportement». Donc c'est surtout elles, ouais, qui m'ont amené des chiots qui mais donc c'était voilà, plus des problèmes, au niveau de la locomotion ou, de la façon de se tenir et cetera. D'accord, parce que les signes du coup qui doivent alerter en général les propriétaires, c'est ça, c'est des signes de, au niveau de la locomotion, des difficultés, à se déplacer ou est-ce qu'il y a d'autres signes du coup, qui indiquent quand même qu'il y a besoin de consulter un ostéopathe? Ouais, il y a beaucoup d'autres signes. Bon, déjà, je n'insisterai jamais assez en préventif, même si vous voyez rien, juste une visite par an, c'est pas énorme et ça peut vraiment aider votre animal par la suite. Mais si vraiment vous préférez attendre, d'être sûr qu'il y ait besoin d'un ostéopathe, vous pouvez être attentif donc effectivement à la façon de se déplacer de votre animal. C'est aussi parfois des animaux qui vont pas du tout apprécier qu'on les touche à un endroit en particulier du corps. Ils vont peut-être pas ils sont jeunes, ils vont pas forcément se retourner sur vous et essayer de mordre quoi, mais on voit qu'à chaque fois, ils essaient un peu d'éviter le contact. Ils sont pas à l'aise quand on touche précisément cette zone du dos ou, cette hanche, alors que l'autre hanche, il y a pas de problème. Ça peut être un signe aussi et aussi ce que les gens ne savent pas assez, c'est que les ostéopathes, c'est comme on dit toujours aux ostéopathes humains: «Bah, j'ai mal au dos, je vais voir l'ostéo». C'est pas que le système ostéo-articulaire qu'on va traiter, on va aussi intervenir normalement, en crânien et aussi au niveau du système viscéral. Donc ça peut être au niveau du système digestif, au niveau du système urogénital. Donc un chiot qui a du mal à faire des selles correctes. Alors bien sûr, il faut d'abord voir un nutritionniste, faire un rééquilibrage alimentaire, s'assurer que l'alimentation est adaptée. Mais peut-être qu'il y a juste quelque chose au niveau viscéral qui est pas bien en ordre
Et si vous avez un ostéopathe, qui travaille en viscéral, il va pouvoir venir agir dessus. Si c'est un chiot qui a du mal à être propre ou qui était toujours très propre et qui d'un coup l'est plus du tout, sans qu'il y ait de changement dans son environnement, sans qu'il y ait eu, de modification de quoi que ce soit, bah, peut-être qu'au niveau de son corps, il a pris un petit choc ou, comment dire? Il a un petit problème juste à niveau du système viscéral et là aussi on peut intervenir. Hem, Vraiment sur tout. Ça peut être un chien, par exemple, un chiot qui, hem, est très, très stressé parce qu'un chiot, normalement, c'est pas déjà stressé. C'est comme nous, c'est en grandissant que, bah, certains sont plus stressés que d'autres naturellement. Mais un chiot déjà stressé, c'est quand même plus rare. Hem, Ça peut être, voilà, un petit problème au niveau crânien, un mauvais fonctionnement du rythme crânien qui gêne et qui fait qu'il est inconfortable. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous voyez que votre chien est pas vraiment bien dans ses pattes, quelque niveau que ce soit, l'ostéopathie peut être utile. Tu peux nous expliquer comment se déroule une séance d'ostéopathie, pour un chiot? Ouais, On va bien dire sûr. un chiot, d'à peu près entre 2 et allez 6 mois qui vient d'arriver. OK. Alors après bon, encore une fois, je parle pour moi, on a tous notre petit protocole, on va dire, de consultation. Ce qui va changer par rapport à un animal adulte avec un chiot de cet âge-là, c'est qu'on va faire beaucoup plus de pauses dans la consultation. Hem, En fait, pour tout animal, quel que soit l'âge, qu'il a, la première fois qu'il va voir l'ostéopathe, ça peut être un peu stressant, parce qu'on va le toucher. Normalement, on lui fait pas mal, enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas mal à mes patients. Mais voilà, le but, c'est jamais de faire mal, c'est de respecter le corps et d'aller avec lui et c'est juste censé soulager, en fait, ce qu'on fait. Donc ça fait pas mal, mais c'est pas non plus des caresses comme ils connaissent et il est obligé d'être patient, ce qui est pas toujours facile parce qu'une consultation, ça peut durer jusqu'à 1 heure normalement. Pour un chiot, ça, c'est quand même compliqué. Alors, il y en a qui s'endorment complètement si on trouve le bouton off, l'endroit du corps où on travaille et d'un coup, ils sont en mode: «Ah, c'est trop bien» et là, ils se posent. Là, on peut travailler, il y a pas de problème, pas besoin de faire plein de pauses. Ils sont, voilà, complètement avec nous. Mais la plupart du temps, ils sont tout excités, tout fous de se demander qu'est-ce qui se passe et ils vont être un peu moins calmes quand même qu'un chien adulte, forcément. Donc on va faire beaucoup plus de pauses avec eux et parfois la consultation sera un petit peu moins longue si vraiment on voit qu'on arrive au bout de ce qu'ils sont capables de donner comme patience et comme concentration, bah, on va pas forcer. Le but, c'est pas de leur donner une mauvaise expérience parce qu'on veut que ça se passe bien les fois suivantes, pour pouvoir encore mieux travailler avec eux et mieux les aider. Donc parfois, au lieu de faire une seule consultation, peut-être qu'on en fera 2 un petit peu moins longues. Voilà, ce sera toujours s'adapter au chiot. Mais sinon, les étapes seront les mêmes, que pour un animal adulte. En général, on va le regarder se déplacer. Voir déjà, nous, on a l'œil qui est censé être plus exercé à ça, donc on va peut-être repérer des petites choses que les gens n'auront pas forcément vues et qui nous vont nous donner des petites pistes pour la suite. On va venir faire une palpation de tout le corps. Moi, je sais que j'aime bien palper une première fois le corps. Ça permet à l'animal de s'habituer à mon contact, de voir que je suis gentille, que ça se passe bien. À la fin, je donne un petit bonbon, c'est trop cool et moi, ça me permet de sentir déjà des zones vraiment très chaudes sur le corps. Qui dit zone trop chaude ou plus chaude que le reste, c'est qu'elle travaille pas comme le reste du corps et qu'il y a souvent un petit quelque chose. Des contractures musculaires, des tensions musculaires, voilà, c'est tous ces petits indices qu'on va commencer par récupérer et ensuite, on va venir tester toutes les articulations du corps. Alors en étant, on l'est beaucoup avec les adultes aussi, mais encore plus délicat avec leurs petits membres pas encore finis de construire forcément. On va venir aussi aller faire voir au niveau viscéral s'il y a des petites choses qui coincent, voir le rythme crânien, s'il est bon, s'il y a des choses à travailler et ensuite on va traiter, réaliser les différents traitements sur les articulations ou les systèmes qui en ont besoin. Bien sûr, avant tout ça, on aura fait, une petite séance de questions-réponses avec le propriétaire parce que, bah, c'est important de connaître l'animal, qu'on traite, de savoir son passé médical, même si quand il est jeune, normalement, il n'y a pas eu grand-chose, mais on ne sait jamais même comment, la mise bas s'est passée. Déjà, ça peut être super intéressant, surtout quand on les voit aussi jeunes. Mais même savoir quelle alimentation ils ont, leur rythme d'activité, comment ça se passe à la maison, ça donne déjà plein de petites informations sur ce qu'on va pouvoir avoir, sur le chiot. Donc voilà, ça je dirais c'est les principales étapes. Et est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières avant ou après la séance d'ostéopathie? Alors avant la séance, surtout pour un chiot, je dirais que ça peut être intéressant de lui faire des activités qui vont le fatiguer. Alors quand je dis le fatiguer, je dis pas un truc où il va être rincé et complètement, KO, c'est pas très bon pour eux. Plutôt par exemple d'activités de recherche, du nosework, tout ça. Ça peut être bien parce que ça va être une bonne fatigue, ce qui font qu'ils vont être plus calmes et peut-être plus concentrés aussi après pendant la consultation. Ça peut aider à ce que ça se passe bien pour une première fois surtout.
Mais voilà, c'est rien d'obligatoire, chacun fait comme il peut. Avant une consultation, si les choses importantes, ce sera plutôt de vérifier qu'on vient pas juste de faire des vaccins ou de vermifuger juste avant, parce que forcément, ça va faire des changements dans le corps et nous, on n'aura pas tout à fait la même réponse, au niveau de nos traitements, au niveau de notre palpation et cetera. Donc c'est mieux d'éviter de les avoir fait juste avant, 2 semaines avant, c'est parfait. Hem Sinon, oui, pour avant la séance, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. C'est plutôt après qu'il y aura des précautions à prendre. Déjà, il faut savoir qu'un chien, et encore plus un chiot, qui déjà, ont des gros besoins de sommeil, de se reposer, tout leur corps est en construction, donc constamment, ils sont fatigués par ça. Là, en plus, on va avoir apporté des changements. En plus, en ostéopathie, quand on intervient, on va juste pousser le corps dans le bon sens pour ensuite lui continuer de travailler. C'est le corps qui fait tout le travail. Nous, on fait que lui dire: «Tiens, par là, c'est cool, vas-y». Donc son corps va encore plus travailler et donc il peut être très fatigué, pendant 2 ou 3 jours. Après, c'est comme nous, hein, il y en a après une séance d'ostéo, ils pètent la forme, ils sont tout de suite pleins d'énergie et il y en a, ils vont dormir pendant 2 jours. Voilà, ça, faut pas s'inquiéter. En général, on recommande 2 ou 3 jours un peu plus tranquilles, après la consultation. Ça veut pas dire lui priver de ses balades, hein, on va pas fermer notre chien pour autant. Il y a quand même des besoins qui sont importants à respecter, mais voilà, on va pas aller lui faire, des jeux ultra, fatigants, tirer à la corde, courir dans le jardin avec les enfants à fond, lui faire découvrir des nouvelles choses tout de suite 2 ou 3 jours après la séance, plutôt tranquille quoi, la routine tranquille. Comme ça, son corps peut travailler dans les meilleures conditions. Il y a pas de risque qu'il se reprenne un choc ou un coup en faisant le fou, dans tous les sens. Après, on peut pas empêcher un chiot d'être un chiot, hein. Il va jouer, voilà, c'est comme ça. Mais autant que possible d'essayer de, voilà, faire 2 jours plutôt calmes. Ça, c'est les choses, auxquelles penser après la consultation. OK, et est-ce que tu as des conseils à donner, aux propriétaires de chiots pour maintenir justement le chiot en bonne santé physique, à la maison, au-delà du coup des séances d'ostéopathie? Ouais, bah, la base déjà, c'est l'alimentation, hein. De toute façon, tout ce qui va rentrer dans notre corps, ça fait qui on est et comment on est, hein. C'est les premiers médicaments, donc voilà, vraiment ne pas hésiter à faire appel à des professionnels de la nutrition. C'est la base, c'est vraiment super important. Moi, c'est pas mon domaine, mais quand même, faites-le. Ce qui est très intéressant aussi, c'est, les chiots qui vont grandir dans des maisons avec du parquet ou du carrelage assez glissant. Ça peut causer pas mal de soucis par la suite, notamment dysplasie de la hanche ou du coude, qui sont quand même les problèmes les plus connus, amenés par ça. Donc si vous avez du carrelage ou du parquet, bon, on va pas vous dire de refaire toute votre maison, pour le chiot, c'est pas possible, ça fait beaucoup de travaux. Mais au moins essayez, si vous jouez avec le chiot, que vous le faites courir, bah, de le faire dehors dans l'herbe ou de le faire sur des tapis, à des endroits où il va pas glisser parce que ça va faire des à-coups au niveau des articulations qui vont pas être bons pour, la construction en fait de votre chiot, de son corps. Ça, c'est une chose. Quoi est-ce que je pourrais penser d'autre? Les escaliers aussi peut-être, Oui, du coup, voilà, très bien. Heureusement que tu es là. Les escaliers, oui. Hem, un chien, en fait, il faudrait lui éviter de le faire monter et descendre les escaliers, même sauter, en fait, sur les meubles, enfin sur les meubles, sur le canapé, le lit, sur les meubles, le chien qui saute partout. ça arrive, hein, ça arrive parfois. Oui, aussi. Heu, voilà, c'est pas nécessaire, en fait. On peut toujours trouver, je sais qu'il y a des petites, rampes pour accéder par exemple, au canapé ou au lit, pour les gens qui font monter leur chien dans leur lit, ça, c'est le choix de chacun. Mais voilà, pour éviter, encore une fois, comme pour ce qui était de glisser, les à-coups, en fait, sur les articulations, heu, voilà, c'est pas grand-chose à faire. C'est un petit truc à mettre en place une fois et après, c'est là pour toujours et peut-être que ça va éviter des problèmes par la suite à votre chiot, donc ça vaut quand même le coup. Mmh. Ouais, c'est sûr. Oui, au final, c'est 2 points importants, l'activité, les escaliers ou voilà. Enfin, Et du coup, par rapport aussi au temps de balade, chiot, enfin, je sais qu'il y a des petits tableaux qui existent, je ne sais pas si ça te parle, où il faut adapter effectivement le temps de balade en fonction de l'âge du chiot. Est-ce que toi, tu as des recommandations à faire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, j'aimerais bien du coup ton avis. alors, je pense que c'est super important de pas demander un exercice hyper intense et hyper, demandeur, au chiot tout de suite. Hem, après je connais pas les tableaux qui sont faits par cœur, j'aurais pas de vrais chiffres à donner, mais ce qui est important, je pense, c'est d'y aller de façon croissante. Le problème, c'est qu'un chiot, il va être trop content de la vie, en général. Il va vouloir vous suivre si vous partez faire, 10 kilomètres un jour alors que vous marchez toujours, le tour du pâté de maison avec lui. Lui, il sera trop content, hein, il va vous suivre. Mais, après, c'est pas trop bon. C'est comme si vous alliez faire un coup,
je sais pas, un sport hyper dur, faire, une grosse séance de muscu alors que vous avez pas bougé de votre canapé depuis, 3 mois, ça va pas être tip top et lui, en plus, il est encore en pleine croissance, le chiot, donc les impacts peuvent être encore plus négatifs. Mmh. Je sais que j'ai justement une de mes petites patientes, sa maman et enfin sa maman humaine essayait vraiment, de pas faire trop justement les promenades, de suivre les recommandations, mais elle, c'est une petite berger australien. Ça lui allait pas du tout, en fait. Elle était intenable à la maison, elle avait beaucoup trop d'énergie, elle était pas bien, en fait, avec ce temps-là de balade, donc elle a été forcée de le rallonger. Je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute de votre chiot, voir ce qui est bon pour lui, le trouver le bon équilibre, mais quoi que vous fassiez, le faire progressivement, à mon avis, c'est le plus important et si vous voyez que les temps de balade recommandés dans ces petits tableaux dont tu parles, ils correspondent à votre chiot, qu'il est bien comme ça, bah, suivez-le. C'est toujours un guide qui peut être rassurant à suivre, à mon avis, pour faire bien les choses sans se stresser. Passons maintenant justement au matériel de balade. En tant qu'ostéopathe, quel est ton avis sur les colliers et harnais? Est-ce que tu as des recommandations particulières concernant du coup le choix du matériel? Ouais, bah, je vais faire ma petite pub. J'ai fait d'ailleurs un post Instagram il y a pas longtemps sur les harnais, chez les chiens, donc pas forcément les chiots, mais les chiens en général. N'hésitez pas à aller voir. Hem, donc je vais commencer quand même par les colliers, comme c'est ce qui est en premier dans ta question. Je sais qu'il y a certains éleveurs qui recommandent de ne pas utiliser de harnais chez les chiots et de faire du collier. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois chez certains de mes clients. Heu, je dirais oui, mais non. C'est-à-dire qu'un collier, c'est pas un souci si votre chiot tout de suite, il vous suit très bien, il a Dieu que pour vous et qu'il est à côté de vous. Mais un chiot tout excité qui va vouloir courir partout, se jeter sur les nouvelles choses, bon, déjà faites appel à Priscilla, premièrement. Et ensuite, c'est pas l'idéal, un collier. C'est comme vous, si vous êtes en voiture, que d'un coup ça freine et que, bah, vous avez le coup du lapin, on a tous déjà entendu parler de ça, bah, pour les cervicales, c'est vraiment pas chouette. Le chiot qui va courir à fond de balle et d'un coup être bloqué par un collier qui le retient autour du cou, au niveau cervical, c'est cata. Ça peut créer plein de problèmes par la suite parce qu'en dehors des problèmes purement, articulaires, donc comme je disais au niveau des vertèbres cervicales, on a quand même la trachée, l'œsophage. Peut-être c'est un chien qui va avoir des problèmes de régurgitation par la suite parce que, bah, il aura eu trop d'impact à ce niveau-là, on ne sait pas. Ça peut être plein de choses, chaque corps réagit différemment. Mais voilà, un chiot qui va beaucoup trop tirer sur le collier, je recommanderais vraiment pas de partir là-dessus. Ce qu'on peut noter pour les colliers, c'est que plus ils sont larges, moins ils vont être blessants pour le cou de l'animal. Donc tant qu'à faire, autant en prendre pas un tout fin, une petite cordelette qui va vraiment là, bah, pour le coup, être pas bonne du tout. Bien sûr, non, les colliers étrangleurs ou même semi-étrangleurs, c'est pas parce qu'il y a semi devant pour avoir l'air gentil que c'est bien. Ça, je peux pas du tout encourager, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est Ouais, de toute façon, un ouais, collier, à partir du moment où on tire dessus, ben, il étrangle. Donc, peu c'est importe ça. le collier, s'il y a des tensions, sur notre collier, c'est pas génial et sachant que, chez, les chiots et les personnes du coup qui viennent d'accueillir un chiot, il y a souvent des tensions donc du chiot parfois quand il y a des petits moments d'excitation et aussi des tensions de l'humain, qui va avoir tendance à tendre la laisse de son chiot dès qu'il va aller Ouais, manger quelque chose et donc du coup, il y a plein de petits moments où, ben, il y a ces tensions obligatoirement. Donc c'est vrai que, je suis d'accord sur le fait que le collier, ça soit peut-être pas le meilleur choix pour voilà, le coup, pour éviter les tensions et ou c'est alors faut ça. être suivi très régulièrement par son ostéo Oui, et c'est bien, hein, mais je pense pas que ce soit le mieux. Moi, je veux quand même qu'ils aillent bien, pas juste me faire des c'est pas le but, c'est dans clair. l'absolu, c'est pas le but. Et sinon, du coup, pour partir plutôt sur les harnais que je recommanderais pas du tout, c'est le harnais qu'on dit en T. Alors, je sais pas si on a le droit de dire des marques dans ce podcast ou pas, mais par exemple, Canine, ça, je pense que tu as déjà vu, c'est les harnais que tout le monde a, avec, vraiment comment dire? Le harnais qui va passer vraiment bloqué devant les épaules, une grosse ligne de harnais qui va bloquer le mouvement des épaules sur le poitrail, au-devant du poitrail. Ça, c'est vraiment mauvais. Il y a même des études maintenant qui l'ont prouvé, donc c'est pas juste nous qui disons ça parce on déteste Cana non, c'est pas ça le problème. Ça va venir en fait bloquer les épaules. En plus, ça va appuyer au niveau, du plexus brachial, donc tous les nerfs qui vont aller innerver le bas du membre antérieur, ils partent à ce niveau où il y a l'appui justement de ce harnais. On va avoir tout le système vasculaire aussi de l'avant-bras qui passe là. Enfin, c'est vraiment pas top, ça crée des problèmes musculaires aussi au niveau des épaules. Vraiment ça, éviter, même si ça a été à la mode,
crois qu'il y en a un petit peu moins quand même maintenant, j'espère. Donc les harnais en T à éviter. Moi, je dirais en fonction de la conformation de votre chiot, soit en Y ou soit en H. Mais ce qui va être très important, c'est de se faire accompagner pour le choisir. Ça dépendra que ce soit en Y ou en H de en général la largeur de poitrail de votre chien et d'autres détails anatomiques. Donc vraiment demander conseil à des gens qui sont spécialisés là-dedans pour le choix du harnais, mais aussi pour son réglage, sachant qu'un chiot, bah, par définition, il est en croissance, donc il va grandir. Je crois que tu le disais dans un de tes derniers épisodes où tu parlais justement un peu de ça. Bah, déjà, prenez pas un harnais super cher, super fancy et tout. Vous allez devoir en changer plein de fois. Il va le mordiller, il va l'abîmer et en plus, il va grandir. Donc voilà, mettez pas une fortune là-dedans dès le début. On trouve des bons harnais pour chiots qui sont pas forcément trop chers si on cherche bien. Et oui, donc pour le réglage du harnais, au fur et à mesure de sa croissance, vérifier que le harnais reste adapté à lui. Pas qu'on le laisse avec un réglage qui était bien il y a quelques mois, mais il a déjà tellement dit que ça ne va plus, hein. Ça, c'est important à suivre. OK. Et est-ce que du coup, tu as des points de vigilance au moment du choix du harnais, des choses qui sont vraiment importantes à respecter? Alors je suis pas une spécialiste non plus des harnais, hein. Ce que je dirais de regarder peut-être les gens qui prennent, les harnais en H. Donc ça va être un harnais où il va quand même y avoir, le risque parfois que comment dire? C'est dur à expliquer avec les mots sans montrer, la forme du harnais. Vérifier que le passage du harnais qui passe vraiment, en bas du cou de l'animal, il vienne appuyer sur le haut du sternum et pas juste au-dessus, sur la partie molle, en fait, la chair, le bas, du cou. Parce que ça peut aussi gêner et un petit peu étouffer quand même ou appuyer sur les structures, sur lesquelles on ne veut pas que ça appuie, alors que sur le sternum, c'est un os, il y a pas de problème. Ça, c'est un petit point à vérifier. Après, pour le reste, ça dépendra vraiment, de la conformation de l'animal, donc vraiment faire les réglages avec quelqu'un qui peut vous aider. Et si un chiot, semble avoir des difficultés du coup à s'habituer à son harnais, est-ce que, tu aurais un conseil à nous donner? Déjà s'assurer avec des professionnels que le harnais est adapté à lui. Parce que forcément, si c'est un harnais où à chaque fois qu'il va, l'enfiler, bah, il va lui faire mal quelque part, le gêner quelque part, bah, oui, c'est normal qu'il va pas vouloir le mettre. Je ne voudrais pas le mettre non plus, sa place. Donc vérifier ça et ensuite, ça peut être qu'il a eu une fois un stress tout simplement avec ce harnais, qu'il a eu une mauvaise expérience dont vous êtes même peut-être pas rendu compte, ça paraissait pas si grave, du haut de vos yeux d'humain. Donc bah, faire appel à des comportementalistes comme Priscilla justement pour essayer de voir quel pourrait être le problème et éventuellement aussi à votre ostéopathe, si vous n'en avez pas encore, vu un, pour être sûr qu'il y ait rien au niveau anatomique qui le gêne et qui crée un blocage par rapport au harnais. OK. J'ai justement, oui, un module sur ça dans ma formation en ligne où on parle Ah de super, l'habituation au harnais avec tout un protocole, comment travailler le harnais pour que, le chiot l'accepte le plus facilement possible ouais, que ce et soit puis même associé à travailler du que, positif. bah, de lui-même, il vienne mettre sa tête dans le Mmh. harnais, volontairement et avec plaisir parce que ne pas avoir mal au moment où on met le harnais, c'est important et avoir un matériel, adapté pour éviter, les tensions par la suite, encore plus, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est quand même censé être un moment chouette, le moment où on met le harnais, ça veut dire aller sortir, voir plein de choses, sentir plein d'odeurs. Alors si c'est associé à quelque chose, pas agréable ou qui fait peur ou qui fait mal, c'est dommage quand même. On est d'accord. Est-ce que tu as une petite anecdote marquante, à nous partager? Un cas où l'ostéopathie a fait une réelle différence pour un chiot? Ben, pour les chiots, je dirais pas que c'est vraiment des choses, hyper waouh. En tout cas, moi, les cas que j'ai eus, c'était des petits problèmes qui ont été réglés assez facilement et qui engrangeaient pas encore des grosses difficultés dans la vie quotidienne du chiot. Je pense que les trucs waouh, bah, c'est quand on a un animal, je sais que j'avais une petite chienne qui maintenant nous a quittés, hélas. J'étais presque aussi triste, je pense, que son humaine, parce qu'on s'attache tellement à nos patients. Bah, elle avait 17 ans et je l'ai vue la première fois il y a presque un an maintenant. Elle avait déjà 17 ans à l'époque et vraiment elle avait jamais vu d'ostéopathe de toute sa vie et là, vraiment, après les premières consultations, bah oui, c'était impressionnant, l'avant, l'après. Il y avait des gens qui la croisaient en promenade, cette petite chienne, qui disaient: «Oh mais dis donc, c'est elle? Ah bah, dis donc, presque je l'aurais pas reconnue, elle est vraiment changée, quoi» et elle était tellement mieux dans ses pattes et ça c'est là que c'est surtout impressionnant sur les animaux qui n'ont jamais vu de leur vie. On voit des changements beaucoup plus grands parce que, bah, le but de voir un chiot, c'est justement qu'il y ait pas besoin de voir ces grosses choses parce que, bah, c'était pas encore trop grave et qu'on a pu le régler dès la racine.
Oui, c'est ça, mais en intervenant tout de suite, je pense que tu évites aussi un petit peu l'effet de transition, quand tu as passé, 15 ans de ta vie à avoir, bon, des légères douleurs et que là, il faut tout remettre en place. Je pense que le corps, il doit quand même prendre une claque sur le C'est ça. coup, le temps que tout se Ah vraiment, ouais. rééquilibre, ça doit pas être facile, quoi. Ah non, bah, justement, la petite chienne dont je parle, la première fois que je suis venue, vraiment, elle, c'était pendant 3 ou 4 jours où vraiment tout était empiré parce que, bah, son corps, il galérait à prendre tous les changements qui avaient lieu. C'était beaucoup, Mmh. vraiment beaucoup pour elle et par contre, après, c'était reparti. Mais c'était vraiment 3 4 jours où heureusement que j'avais prévenu son humaine que ça pouvait être comme ça, puisqu'elle m'a dit et j'étais quand même, presque inquiète. Enfin, on se demande ce qui se passe, si tout va bien, si c'est normal, mais ouais, ça fait beaucoup pour le corps. C'est pour ça, plus tôt on peut le faire, moins c'est difficile pour l'animal. C'est pas le plus impressionnant à voir pour les Mmh. propriétaires, même pour nous en consultation, hein. On est trop heureux quand on vient de voir une petite chienne qui a souffert toute sa vie et qu'on lui a changé la vie dans une consultation, c'est génial, hein. Mais c'est quand même mieux de le faire jeune, même si c'est moins incroyable et moins challengeant aussi, hein. Mais bon, Mmh. c'est comme Et ça de que la c'est le mieux en tout cas pour les prévention, animaux et c'est ça mmh. le principal. OK, ça marche. Et pour finir, du coup, si tu avais un seul message, à glisser dans le cœur de chaque futur, adoptant de chiot, ça serait quoi? Je dirais comment dire? De tout de suite prendre la peine de se renseigner sur les ostéopathes autour de chez soi, de tout de suite faire un check-up le plus jeune possible parce que comme je l'ai dit, il y a pas d'âge et de pas faire comme on le fait pour nous: «Oh bah, j'ai pas mal, j'ai pas besoin». C'est dommage parce que c'est après quand on a mal qu'on se dit: «J'aurais dû le faire plus tôt». Moi, c'est un truc qui me fait un peu de peine parce que plusieurs fois, j'ai des propriétaires qui m'appellent pour leur animal, quel qu'il soit et quand je leur explique un petit peu tout ce qui se passe dans le corps de leur animal, tout ce qui s'est causé à cause de telle première dysfonction, ils sont: «Ah bah, si j'avais su, j'aurais fait venir quelqu'un dès le début, plus tôt» et mais bon, là, c'est trop tard. Enfin, on va quand même travailler, on va quand même aider l'animal, mais ce sera jamais pareil. Donc vous dites pas qu'il est trop tôt pour, faire intervenir un ostéopathe. Si c'est quelque chose comme une fois par an, je pense que c'est pas alors oui, c'est un petit budget, mais bon, quand on prend un chiot, ça fait partie, hein, les budgets médical, il en fait pas faut le prendre en considération dès le début et vraiment ça peut tellement faire la différence d'un animal qui vieillit bien et qui a une vie vraiment bien dans ses pattes et qui croque à pleines dents cette belle vie de chien, ça vaut quand même le coup, je pense, de faire, ce petit effort-là dès le début, même si on se dit qu'il y a rien. Ouais, c'est clair. Donc pour résumer, vaut mieux trop tôt que trop tard. C'est ça. De toute façon, ça existe pas, hein, ni trop tôt ni trop tard, mais l'idéal, c'est trop tôt si on veut, oui. OK. Et ben, merci beaucoup Anouk pour ces précieux conseils. Avant de nous quitter, où nos auditeurs peuvent-ils te retrouver si jamais, ils souhaitent en savoir plus ou prendre rendez-vous? Alors, bah, déjà, quand même, merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir de faire ce petit exercice, de podcast. C'était super intéressant. De mon côté, moi, j'exerce, au Luxembourg. Je suis uniquement au Luxembourg, mais aussi un petit peu en province, de Luxembourg, en Belgique, pour nos amis belges qui seraient là-bas. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez tout simplement vous rendre sur, ma page Instagram, ou ma page Facebook ou me contacter par message, vous trouverez vraiment toutes les coordonnées sur la page, Google, Anouk Adam, ostéopathe pour animaux. OK, je remets les liens de toute façon, dans la description de cet épisode. Un Merci. grand merci du coup pour ton temps et ton expertise et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager et à nous laisser vos commentaires. À bientôt pour un nouvel épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller télécharger le guide Abracadabra, transformer l'éducation de votre chiot avec ses 5 secrets, qui est disponible sur mon site internet, ou rejoindre l'Académie fantastique du chiot pour un accompagnement global qui vous permettra de démarrer votre aventure sur de bonnes bases. Merci d'avoir écouté les chroniques fantastiques du chiot. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour soutenir le podcast, laissez un commentaire ou une note, ça m'aide énormément et j'adore lire vos retours. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, rejoignez-moi sur Instagram en message privé. Je serai ravie de discuter avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'astuces et de bonne humeur.